Juste, personne n'a préparé de présentation PowerPoint non? On fait juste circuler la parole et non pas des images. Donc super, donc on peut du coup enregistrer, c'est fait. Ouais, voilà. Donc juste pour information, donc cette réunion Zoom en hybride est enregistrée. Malheureusement, le dispositif est un peu artificiel puisque on est plus en vrai que derrière l'écran, mais je pense que pour Marianne, Lou, Audrey et Christelle, voilà, il y aura à gérer ça. Donc je propose vraiment d'organiser ce qui est une discussion. Il n'y a aucune préparation en amont entre nous, entre les intervenants. L'idée, c'est bien sûr que vous puissiez voir votre futur, ce que vous risquez de devenir une fois que vous quitterez cette magnifique institution, ces magnifiques amphis. Et comme vous pouvez le voir, eh ben, on vit bien quand on quitte Sciences Po. Donc peut-être, j'inviterai peut-être Marianne, Lou, Audrey, Christelle et les personnes, non pas Christelle, et les personnes à la tribune, peut-être à se présenter, parce que je pense que vous me connaissez moi et Christelle aussi, donc peut-être vous connaissez moins les intervenants. Donc je propose de commencer dans la salle, peut-être. Voilà. Et ensuite, on passera aux personnes derrière l'écran, et ensuite, évidemment, l'idée, ce sera de discuter. Voilà. Donc, bonjour à tous et toutes, j'en ai croisé certains tout à l'heure je crois. Donc je m'appelle Clarisse Vaux et donc je travaille au ministère de la Transition écologique depuis janvier. J'ai été diplômée de la promotion 2022, donc c'est assez récent. Et donc enfin voilà, juste pour me présenter rapidement, peut-être je reviendrai après sur mon poste. Là, c'est bon? Ok. Donc, Vincent Rive, je suis coordinateur d'une association qui accompagne à la plantation de haies champêtres sur le Tarn-et-Garonne. Promo 2018. Alors, on va basculer dans les présentations par écran interposé. Alors, sur mon écran à moi, j'invite Marianne à intervenir. Oui, bonjour, bonjour à tous et toutes. Ravie de vous retrouver, même si je ne vois pas la salle. Donc moi, je suis Marianne Calès, je suis promo 2016, donc parmi les plus anciens, mais je pense qu'il y a des encore plus anciens que moi. Et donc actuellement, je suis chef de projet pour un cabinet de conseil qui s'appelle Auxilia, sur du conseil aux collectivités territoriales sur tous les aspects de la transition écologique et sociale. Merci. Lou? Bonjour à toutes et tous, très contente d'être là aussi aujourd'hui avec vous. Donc moi, diplômée du réseau Sciences Po, donc pas de Sciences Po Toulouse, mais du tout dernier IEP, donc Sciences Po Saint-Germain-en-Laye. J'étais la première promotion qui a ouvert le bal. Donc diplômée en 2019 et aujourd'hui, après plus de 4-5 ans dans des départements RSE, donc ce sont des départements en charge de la responsabilité sociétale de l'entreprise, donc en gros le département en charge de l'environnement au sein de l'entreprise, notamment du secteur agroalimentaire. Aujourd'hui, je suis maintenant à mon compte pour sensibiliser, former et accompagner les organisations à intégrer plus fortement et plus rapidement les enjeux de transition écologique et sociale. Merci beaucoup. Audrey? Oui, bonjour à tous et toutes. Donc moi, je suis Audrey Boulot, je suis co-directrice de l'association SOL, Alternative agroécologique et solidaire. Pas diplômée de Sciences Po Toulouse, mais de notre IEP aussi. Moi, je suis diplômée de Sciences Po Paris depuis 2015. Voilà. Merci, mais on vous accepte quand même. Merci. Et on a souvent des collègues de Sciences Po Toulouse, donc on est quand même proche de l'IEP de Toulouse aussi. Et donc, qui vient de nous rejoindre, qui vient de se connecter. Donc, Amélie, bonjour Amélie. Je vais vous demander aux dévotés de vous présenter devant les personnes dans l'amphi. Bonjour à tous. Vous m'entendez bien déjà? Parce que j'ai eu quelques soucis de On connexion. on vous entend, super. Enchantée. Moi, je suis de la promotion 2022, comme Clarisse qui doit être dans la salle, je l'ai aperçue. Ravie de vous voir. Moi, en gros, je fais du lobbying engagé. Je suis dans un cabinet en fait, de lobbying qui s'appelle Green Lobby.
Et le but, c'est d'accompagner les acteurs de la transition écologique et sociale à défendre leurs intérêts auprès du monde politique, à changer la loi et à faire tous ces travaux d'affaires publiques, en fait, qui permettent de peser face à des plus gros acteurs. Merci beaucoup. J'invite Christelle à prendre la parole. Merci, merci Julien et bienvenue à toutes et à tous. Je suis ravie de pouvoir écouter un petit peu le devenir de nos étudiants. C'est la partie assez gratifiante pour nous de vous voir évoluer et je suis toute oui. Donc on peut peut-être lancer le bal et peut-être, je crois que Marianne avait des contraintes, donc commencez par vous. Vous disant un petit peu d'où vous venez, alors ça a été dit, mais votre carrière, comment elle a démarré, et puis surtout aujourd'hui, comment vous évoluez, tout en donnant quelques tuyaux, conseils à nos étudiants pour construire leur réseau, activer toute une série de stratégies pour aller dans la direction de la transition écologique. On vous laisse la parole. D'accord, mais pas de souci. Pour commencer, effectivement, je vais devoir vous quitter à 16 heures, mais ça me laisse un petit peu de temps quand même pour assister aux échanges. Donc, comme je le disais, moi actuellement, je travaille pour un cabinet qui fait partie du groupe SOS, qui notamment travaille avec Planète Urgence, Emmaüs, d'autres structures un peu moins connues comme Mille Cafés. Donc, Auxilia, c'est un cabinet de conseil. On fonctionne comme une société de conseil, mais les bénéfices sont évidemment moindres puisqu'on est sous format associatif. L'objectif d'Auxilia, c'est de travailler avec des collectivités territoriales. Donc, on travaille beaucoup avec les élus, mais aussi des techniciens des collectivités et quelques organismes publics comme l'ADEME, la région, les établissements de recherche sur les politiques d'urbanisme pour accompagner toutes leurs politiques en termes de transition écologique et sociale. Donc, ça va de l'occupation des sols aux énergies renouvelables, à créer des réseaux d'acteurs engagés dans le monde agricole et alimentaire. Je travaille aussi sur des stratégies d'adaptation au changement climatique, donc c'est assez général. Actuellement, mon poste, c'est un poste de chef de projet, donc je suis mobilisée sur une dizaine de missions et je coordonne le travail de plusieurs personnes plus expertes, on va dire, sur les sujets spécifiques liés au métier du conseil. Donc ça, c'est mon poste actuel. Donc c'est un poste vraiment de chef de projet. Donc j'ai de la planification, on conçoit les missions. On va chercher des nouvelles missions aussi auprès de clients potentiels, puisqu'on fonctionne comme une structure de conseil. On a aussi un accompagnement sur des projets de recherche, notamment pour l'expérimentation de zones à faible émission. Et puis sur des projets de mobilité, notamment mobilité urbaine à faible niveau d'émission. Et moi, voilà, je suis en interaction directe avec les clients pour concevoir les missions, suivre les missions, présenter les bilans, et puis être un peu en veille sur les sujets qui vont nous occuper dans les années à venir. Voilà, donc voilà mon poste actuel. Et avant, donc, en réalité, je suis formée comme juriste environnement. Après Sciences Po, donc j'ai fait le master de Monsieur Weisbein qui s'appelait à l'époque Risque Sciences Environnement. Et j'ai poursuivi par un master en droit de l'environnement à Paris-Saclay. À l'époque, c'était un partenariat avec l'Université de Sceaux de droit et Paris-Saclay. Donc voilà, je fais un master droit de l'environnement, mention droit public. Et j'ai travaillé pendant 5 ans après ça dans une entreprise qui s'appelle EDP Renouvelable, qui est l'équivalent d'EDF au Portugal. Je les présente souvent comme ça parce que c'est une entreprise qui était ancien monopole public, qui est devenu semi-privé dans les années 80 et qui a une branche renouvelable. Et donc, j'ai commencé chez eux comme chargée de projet. Donc, je suivais des projets notamment éoliens, développement de projets éoliens. Onshore, on précise, donc éolien pas en mer, hein, on en parle beaucoup en ce moment, mais à l'intérieur des territoires. Et puis ensuite, j'ai évolué, donc j'ai fait ça pendant 2 ans. Et après, j'ai évolué sur un poste plus spécialisé de conseil juridique, notamment sur la partie environnementale et le développement des projets, mais aussi le suivi des parcs éoliens en exploitation et en construction. Voilà, donc j'ai fait ça pendant 5 ans. C'était très, très intéressant. On a développé aussi une activité solaire en parallèle. Donc, c'est un poste à la fin qui était presque un poste d'ingénieur technique, même si la dimension juridique restait assez importante. Et voilà, et ensuite j'ai voulu changer un petit peu de secteur pour me rapprocher surtout du secteur public.
puisque là, je travaillais dans une grosse structure privée, donc c'était très, très enrichissant et intéressant, mais voilà, j'avais un peu envie de changer d'interlocuteur. Et actuellement, je travaille avec une très grande majorité de structures publiques. On a aussi quelques clients privés, notamment pour élaborer des bilans carbone, voilà, parce que je suis être aussi formatrice pour l'élaboration des bilans carbone. Euh, oui, et le troisième sujet, c'était quel conseil on donnerait pour la recherche d'emploi et la structuration du parcours. Alors, pour la recherche d'emploi, moi, je vous conseille d'assister au maximum à des événements sur les sujets qui vous intéressent et de vous rendre sur place à ces événements. Je dis ça parce que, par exemple, pour le travail dans le monde associatif, il y a énormément de réseaux associatifs qui organisent des événements sur des sujets spécifiques. Et à cette occasion-là, ça vous donne l'occasion de rencontrer des potentiels recruteurs ou au moins de vous forger une idée sur ce qui vous intéresserait dans le domaine de la transition écologique, puisque c'est très, très vaste. Et puis, sur la recherche d'emploi, il y a aussi petit à petit des forums spécialisés qui se développent. J'ai vu notamment là que le réseau Make Sense, il lançait un séminaire spécial pour les ingénieurs spécialisés développement durable, environnement, pollution, enfin tous les sujets qui vous occupent et qui nous intéressent à peu près tous et toutes ici. Donc, par exemple, ça peut être l'occasion de rejoindre ces réseaux-là pour faire de la veille et de vous appuyer aussi sur le réseau des anciens. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui parce que moi, ça m'a aidé pas mal à construire aussi mon parcours. Notamment, j'avais échangé à l'époque avec une juriste environnement qui m'avait conseillé voilà, de compléter le parcours par ce petit master supplémentaire. Mais évidemment, c'est peut-être pas le cas de tout le monde. Et puis, conseil dans la recherche d'emploi, garder l'esprit ouvert, notamment sur les postes techniques, puisqu'on traite de matières qui parfois peuvent dévier vers des postes d'ingénieurs. Il faut vous sentir légitime pour postuler sur ces types de postes. On apprend beaucoup en faisant. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à toutes les questions que vous aviez cadrées, mais je reste disponible si besoin. Julien, je te laisse la main pour... Ah, d'accord, ok. Non, mais j'ai vu que tu avais décroché ton micro, donc j'allais. Merci, Marianne. Alors, juste peut-être une petite question. Quand vous parlez du réseau des anciens, c'est du parcours ou des anciens de l'IEP Alumni ou carrément un autre réseau des anciens pour préciser les choses? Alors, je parlais du réseau des alumni de Sciences Po. Ok. On a monté alors c'était il y a plusieurs années, maintenant je ne sais pas par qui ça a été repris, mais on avait monté un club développement durable avec Sarah Rachi à l'époque qui regroupait les diplômés sur Paris. Il y a énormément en fait, de diplômés même d'autres masters qui travaillent actuellement dans les domaines transition écologique et sociale. Alors je ne sais pas si le club a perduré, mais le réseau des diplômés, il est vraiment là, il est assez intéressant à explorer. Et les anciens du master de droit, mais bon, du coup, vous êtes moins concernés. Merci. Du coup, merci beaucoup, Marianne. Qui veut prendre la parole? Alors peut-être on va faire intervenir tout le monde pour les gens dans la salle et ensuite vous pourrez poser des questions. Ça me semble être mieux en fait. Du coup, qui veut se lancer parmi nos intervenants, derrière l'écran ou dans la salle? Bon, je vais de manière autoritaire attribuer la parole. Du coup, je vais reprendre mon tour d'écran et puis ensuite on basculera IRL. Donc Lou, si vous pouviez aussi, comme Marianne, présenter un peu plus donc, votre parcours, votre poste, ce qui vous y a amené et les conseils que vous donneriez aux personnes dans l'amphithéâtre pour vous ressembler. Yes. Alors déjà, un petit constat avant de raconter mon parcours. Vous voyez, les métiers de la transition restent encore des métiers assez féminins. Hein. Sur 6 intervenants, on a un homme. Donc, je suis ravie de voir dans la salle, j'aperçois, il n'y a pas que des femmes. Donc, on a besoin de tout le monde sur ces sujets-là. Donc, voilà, juste une petite remarque en prélude. Sur mon parcours académique, c'est ce que je vous disais. Donc, moi, je suis diplômée de Sciences Po Saint-Germain-en-Laye. Avec une spécialisation en gouvernance territoriale.
Donc aujourd'hui, je ne fais absolument pas de la gouvernance territoriale. Donc déjà, ça dédramatise un peu sur nos choix de parcours académique. Donc ça a été mon master 2. Et ensuite, j'ai fait un master, donc c'est-à-dire un bac+6 aux mines de Paris en ingénierie et gestion de l'environnement, de sorte à avoir un parcours un peu plus spécialisé sur les enjeux de transition et aussi de mieux comprendre l'ingénierie des projets sans pour autant être ingénieur, mais voilà, de comprendre le langage des ingés, sachant que voilà, Sciences Po, c'est ingénieur, on n'a pas toujours les mêmes lunettes sur le monde, ce qui est normal et ce qui est très enrichissant aussi, surtout sur des sujets de transition, puisqu'on est amené à travailler de manière extrêmement transverse. Donc ça, c'est mon parcours académique. Et ensuite, moi, très rapidement, je me suis engagée aussi dans mon métier sur les sujets de transition écologique et sociale par les stages et les alternances. Donc, j'ai fait un stage du coup, Marianne, en développement éolien aussi, donc en TRS cette fois-ci. Voilà, donc ça consiste à aller voir des parties prenantes pour développer des projets de territoire en concertation avec les parties prenantes, habitants, élus et associations. Ensuite, j'étais en ONG au WWF. Donc d'ailleurs, je connais Hugo. J'ai vu de Green Lobby, je ne sais plus qui est, Amélie. Donc c'est un très bon ami à moi. Donc ça vous montre aussi que le secteur est un tout petit monde parce qu'on se connaît, enfin encore trop petit d'ailleurs, mais on se connaît pas mal. Donc au WWF en tant que chargée de partenariat entreprise. Donc là, la mission de l'ONG sur ce poste-là, c'est vraiment de challenger les entreprises partenaires dans leur feuille de route environnement, donc RSE, de ce dont je vous parlais tout à l'heure. Donc c'est vraiment un rôle de critical friend pour aller titiller les groupes. Et ensuite, je me suis dit, c'est l'occasion d'aller voir dans mon alternance aux mines, l'autre côté, donc côté partenariat, d'aller voir chez un partenaire comment ça se passe concrètement une fois qu'on les a challengés, le déploiement de la feuille de route environnement. Et donc, j'ai rejoint les fromageries Belle. Donc, moi, je suis vraiment plutôt spécialisée sur le secteur agricole. Donc, les fromageries Belle, vous connaissez certainement les marques Vache qui rit, Boursin, Babybel, etc. Donc, pour déployer toute la stratégie biodiversité du groupe et également sur le terrain dans un site industriel de R&D, de savoir ça veut dire quoi en fait la R&D responsable. Donc, c'est un vaste sujet. Ensuite, j'ai travaillé pendant quelques mois dans la restauration collective dans le milieu de la santé, sur la lutte contre le gaspillage alimentaire, notamment dans les EHPAD et les cliniques. Et ma dernière expérience, avant celle que j'occupe aujourd'hui, c'était dans une start-up à impact qui s'appelle Insect, donc qui élève des insectes pour en faire de la farine et également des engrais, à la fois à destination de l'alimentation humaine et aussi animale. Donc, si j'ai un premier conseil à vous donner, c'est de butiner, pour reprendre une métaphore alliée à la biodiversité. Comme vous voyez, moi, j'ai un CV qui fait un peu peur à un recruteur, mais en fait, qui aussi est très enrichissant parce que j'ai navigué à la fois dans l'ONG, enfin, côté ONG, côté grand groupe, côté ETI, côté start-up. Et en fait, ça, c'est très enrichissant de voir différentes façons de faire et différentes visions de l'engagement aussi. Donc ça, c'est mon premier conseil, butiner. Ensuite, le deuxième conseil, et je rejoins Marianne là-dessus, sentez-vous vraiment légitime, vous n'avez pas besoin d'être ingénieur. On a besoin vraiment de tout le monde dans la transition écologique et sociale, et c'est des métiers qui sont extrêmement transverses. Et donc, on n'a pas besoin d'être ingénieur, de manier des tableaux Excel et des calculs. Si vous aimez ça, vous trouverez votre bonheur parce qu'on a aussi besoin de gens comme ça. Mais sentez-vous à l'aise dans votre expertise. On a vraiment sincèrement besoin de toutes les connaissances et de toutes les compétences dans ces métiers qui sont extrêmement vastes et qui en plus sont en mouvance constante. Donc, sentez-vous légitime à 100%. C'est ce que je disais aussi troisième conseil connectez-vous. Marianne le disait, il y a plein de réseaux, alumni, étudiants. Il y a un autre forum qui existe aussi. Tu as parlé de Jobs That Make Sense. Moi, je fais partie aussi d'un collectif qui s'appelle Ambition Transition, qui rassemble tous les clubs transition des alumni des écoles. Donc, peut-être que Sciences Po Toulouse a un club transition aussi.
Et on organise un forum des métiers justement sur les jobs à impact et on met en relation des recruteurs, recruteuses avec des gens qui ont aussi envie de s'engager dans ces métiers-là. Donc, je vous invite à vraiment vous connecter, à échanger. Sentez-vous à l'aise d'envoyer des messages à n'importe quelle personne avec qui vous avez envie d'échanger. Sincèrement, les gens particulièrement dans ce milieu-là, sont très open et très enclins à échanger, à vous répondre, parce qu'on sait aussi tous, et on se pose encore beaucoup, nous aussi, certainement beaucoup de questions. Et enfin, je voudrais dire un petit mot. On peut avoir tendance à se dire que parce qu'on a un métier engagé, c'est un métier au service du bien commun, de manière générale, alors c'est pas un métier qui est rémunérateur. Ben si, moi aussi, c'est un message que je voudrais vous faire passer. C'est pas parce que on s'engage sur des métiers à impact et engagés que pour autant on vit pas d'amour et d'eau fraîche, quoi. Donc c'est des métiers qui sont aussi rémunérateurs et très voilà, en expansion. Donc on va avoir de plus en plus des métiers. Là, on vous parle de métiers qui sont déjà existants, mais il va y en avoir encore plus demain qui vont se créer et dont on n'a même pas encore connaissance. Voilà un peu pour les conseils, mais j'imagine que vous aurez aussi des questions après. Si vous voulez détailler un peu les missions de ce que c'est qu'une chargée et responsable RSE en entreprise, je pourrais détailler, mais je vais laisser la parole circuler aussi aux autres intervenants et intervenantes. Merci beaucoup, Lou. Donc déjà, je vois des éléments qui reviennent, ne pas avoir peur de l'ingénieur, masculiniser peut-être cet univers, butiner, j'ai beaucoup aimé cette formule. Donc, Audrey, je vous invite à prendre la parole. Oui, merci. Alors rapidement, pour revenir sur mon parcours, donc, je vous disais, moi j'ai fait Sciences Po Paris, mais en licence, j'ai fait une double licence avec Paris 6 en sciences. Et ensuite, j'ai aussi choisi, donc j'ai fait un master moi, en relations internationales, option développement international, et j'ai choisi aussi de me spécialiser suite à mes études à Sciences Po, comme un petit peu mes deux prédécesseuses dans un autre domaine encore. Moi, je me suis spécialisée du coup sur les questions d'agriculture et plus particulièrement d'agroécologie. Donc après Sciences Po, j'ai fait un master 2 à AgroParisTech, justement pour aller un petit peu compléter mon parcours qui reste, on le sait, à Sciences Po, on reste des généralistes. Ça a son avantage parce que ça permet d'avoir un regard très ouvert et très large sur les sujets qui nous intéressent. Ça a des fois le défaut aussi vis-à-vis des recruteurs de manquer de voir où est la spécialité de, des personnes qui postulent. Du coup, j'ai fait le choix à ce moment-là, moi, d'aller me spécialiser pour aussi rajouter un petit peu cette corde à mon arc sur mon CV, parce que c'est vrai qu'en France, voilà, les recruteurs restent quand même attachés au diplôme et au CV. Donc, c'était aussi dans cette optique-là que j'ai fait ce choix-là, et je regrette pas, parce qu'en fait, ça a été hyper intéressant d'aller à l'agro et justement de pouvoir échanger aussi avec mes camarades ingénieurs agro. Et par la suite de mon parcours, ça m'a permis aussi d'ajouter un autre regard en fait dans le travail que je fais aujourd'hui. Donc moi, je suis rentrée chez Sol, donc Alternative Agroécologique et Solidaire, en tant que stagiaire au démarrage en 2014. Puis j'ai continué mes études, j'ai fait une césure, j'ai fait différents stages. Et j'y suis revenue donc, à la suite de mon master à l'agro en 2016. Donc Sol, si vous ne connaissez pas, c'est une association de solidarité qui travaille pour la satisfaction des besoins essentiels des agriculteurs et agricultrices paysans en France et dans le monde. Donc on a des actions qui sont très très variées, qui vont du soutien et l'accompagnement à des actions de terrain avec des partenaires locaux en France, en Inde et en Afrique de l'Ouest sur nos thématiques. Et ça va de l'agroécologie au développement de filières autour de production locale à des projets de conservation collective de la biodiversité cultivée et des semences paysannes notamment. C'est très varié en termes de diversité des sujets auxquels on touche rien que dans ce milieu de l'agroécologie. Et en parallèle des initiatives de terrain qu'on va appuyer. Donc ça, c'est plutôt des métiers qui touchent à la gestion de projet. On va aussi avoir des activités de plaidoyer qu'on va porter souvent en réseau avec d'autres organisations plutôt collectives, des collectifs au niveau national ou régional, avec qui on va essayer de mettre nos forces en commun, parce qu'en tant qu'association, on a souvent une petite voix par rapport aux sujets qu'on traite et aux acteurs auxquels
face auxquelles on travaille aussi. Et donc l'idée, c'est dans ces actions-là de voir comment à plusieurs aussi essayer de porter notre voix et partager nos expériences de terrain. Troisièmement, on travaille également sur des activités de sensibilisation. Donc là, ça va être la création d'outils pédagogiques, l'animation d'événements, l'organisation de conférences pour mettre en débat un petit peu toutes les enjeux, toutes les controverses liées à la question de la transition agricole et alimentaire. Et favoriser au maximum la multiplication des espaces d'échange pour que les citoyens et citoyennes se réapproprient aussi ces enjeux et puissent porter aussi leur voix dans ces espaces. Et le quatrième aspect de notre travail, ça va toucher à tout ce qui est mise en réseau. Je le disais, on travaille avec de nombreux collectifs sur nos thématiques. On va aussi être amené à en créer en fonction des thématiques sur lesquelles on travaille. Donc chez Sol, aujourd'hui, on a ce rôle aussi d'animateur et de facilitateur de différents réseaux sur nos thématiques. Et donc moi, au SAMSOL, aujourd'hui, je suis co-directrice en charge de la coordination de nos activités à l'international et nos activités de sensibilisation. Donc par le passé, je disais, je suis rentrée, j'ai fait un petit peu différents échelons et puis l'organisation a grandi aussi au fur et à mesure que je l'ai intégré. Du coup, mon travail n'a jamais vraiment été le même chaque année, ça a beaucoup, beaucoup évolué. Et c'est ça, moi, qui me plaît et ce qui fait que j'y suis toujours aussi aujourd'hui. Mais du coup, donc j'ai commencé en tant que stagiaire. Après, je suis rentrée en tant que chargée de projet France-Inde, puis responsable de programme. Et ensuite, du coup, à la co-direction. On est une équipe aujourd'hui de 11 salariés répartis entre Toulouse, Paris et Nice. Voilà. Et donc après, en termes de conseils, si le monde associatif vous intéresse, moi je trouve en effet important, comme le disait Marianne, d'aller assister aux événements qui sont organisés. N'hésitez pas aussi à... On est un monde qui est sans cesse en recrutement, en besoin de bénévoles pour nous appuyer dans nos activités. Donc n'hésitez pas aussi à faire du bénévolat dans les associations qui vous intéressent. Ça permet d'un peu mieux comprendre le travail concret de chaque organisation et d'avoir aussi en tête vraiment que aujourd'hui, le milieu de la transition écologique, c'est un milieu qui est très dynamique, qui est foisonnant d'initiatives et d'idées, et heureusement parce que on a vraiment besoin de ça face aux défis qui se posent. Mais du coup, dans ce foisonnement d'idées, il y a différentes visions, il y a différentes manières d'agir. Et c'est ça qui est intéressant et important de découvrir, je pense, au début de sa carrière dans ce milieu-là. Donc, en effet, je confirme aussi l'idée de essayer d'aller voir un maximum d'organisations et de perspectives sur ces enjeux-là pour savoir ce qui vous convient à vous et là où vous serez aussi le plus épanoui dans vos activités futures. Je vous remercie. Je m'arrête peut-être là aussi pour laisser la parole. Merci beaucoup, Audrey. Dernière prise de parole derrière l'écran avant de basculer dans l'amphi MB1, donc Amélie. Rebonjour. Du coup, je me suis présentée rapidement avant de vous dire plus en détail ce que je fais actuellement. Je vais aussi vous raconter ma petite histoire, parce que je trouve que c'est intéressant. Et en plus, moi, j'ai presque vos âges, j'ai envie de dire. Donc, je suis encore assez proche de l'école finalement. En fait, moi, j'ai commencé à... Enfin, alors déjà, j'étais dans le master D3P1, risque, sciences, environnement et santé, qui a changé de nom. Et au début, en fait, je voulais faire du conseil. C'est du coup un peu comme Marianne, ce que tu fais actuellement. J'ai fait diverses expériences en stage. Les stages, c'est vraiment précieux pour le coup, pour découvrir les milieux et commencer à avoir des compétences. Donc, j'ai eu diverses expériences de conseil. J'ai commencé dans un cabinet qui faisait de la santé environnementale et qui, en gros, aidait à la transition écologique des hôpitaux et de tous ces établissements de santé. C'est vraiment passionnant et j'ai encore des personnes de mon master qui y sont maintenant. C'est un cabinet qui s'appelle Primum Non Nocere. J'ai ensuite fait mon stage de fin d'études dans un cabinet qui s'appelle Transition, qui est vraiment un super cabinet, je trouve. J'ai fait je vois des têtes qui, qui bougent, je pense que vous connaissez un petit peu à distance. C'est un cabinet en fait qui fait notamment de l'approvisionnement responsable et qui s'occupe de rendre
si vous voulez, les chaînes d'approvisionnement en matières premières exotiques, comme par exemple l'huile de palme, responsables. C'est-à-dire qu'on évite qu'il y ait du travail des enfants, il faut qu'ils soient bien rémunérés, qu'il n'y ait pas de déforestation, ce genre de choses. Et nous, c'est vrai qu'en France, on est assez loin du terrain, donc l'enjeu, c'est vraiment de faire des liens avec les lieux où il y a de la déforestation, par exemple la Malaisie, l'Indonésie, etc. Et c'est un stage qui a vraiment été passionnant pour le coup. J'ai aussi fait une autre expérience après dans un cabinet où j'ai fait un peu plus de RSE qui s'appelait Q. Et en gros, c'était, comment dans les opérations, alors c'était surtout du luxe, comment dans leurs opérations on, fait des choses plus écologiques. Et j'y suis restée un petit temps, mais en fait, j'ai pas tr enfin, c'était pas assez ambitieux pour moi en termes d'écologie. Et finalement, le conseil un peu opérationnel aussi, c'était pas forcément ce qui me bottait le plus. Comme quoi, on peut tenter des choses et après repartir dans d'autres choses. Et je me suis dit: «Bah, en fait, le plaidoyer», j'avais fait un stage pour, bah, le WWF justement, enfin, j'avais fait une demande et j'avais pas poursuivi. Je me suis dit: «J'ai bien envie de tenter quelque chose comme le plaidoyer». Alors j'avais aucune expérience et en fait, j'ai eu une rencontre fortuite à un salon où, j'ai rencontré une asso étudiante, enfin de jeunes actifs et étudiants qui s'appelle Déclic Collectif et c'est une asso que j'ai rejointe pour faire du plaidoyer. On fait des supers actions, j'y suis encore. Et en fait, j'ai fait des courriers à des ministres, j'ai fait des amendements à des projets de loi et j'ai trouvé ça passionnant. Et je me suis dit: «Bah, en fait, c'est ça que j'ai envie de faire, en tout cas, en ce moment». Et là, actuellement, du coup, j'ai, rejoint Green Lobby, qui est un cabinet de lobbying, d'affaires publiques pour les acteurs de la transition. Si vous voulez, en fait, les actions qu'on fait, c'est du plaidoyer, comme il peut y avoir dans les associations. Mais l'élément qu'on a, de différenciation, c'est qu'on est un cabinet avant tout, donc on va faire, si vous voulez, un peu du conseil en plaidoyer. C'est comme ça que je l'explique le plus simplement. C'est-à-dire qu'on a des clients qui sont différents secteurs, par exemple l'énergie, la mobilité, l'agriculture, alimentation et l'économie circulaire notamment. Et en fait, on a des clients qui viennent nous voir, qui ont besoin d'aide pour qu'on les aide à se faire entendre du monde politique, qui ont parfois des législations qui sont pas en leur faveur et qui nous demandent de l'aide justement pour changer la loi et qu'elle, les aide dans leurs activités. Et nous, on va faire toutes ces actions pour ces acteurs, qui sont nos clients. Et on fait une diversité de choses qui peut être très, très grande. Parfois, on fait même de la communication, en fait, pour eux. Ça dépend vraiment beaucoup, du besoin. On réfléchit aussi avec eux aux manières, de leur servir le plus efficacement pour atteindre leur objectif. Pour donner peut-être un exemple, moi, je suis responsable du pôle, transition, énergétique alimentaire et par exemple, j'ai un acteur du covoiturage que je vais aider, en fait, à avoir des aides au covoiturage pour inciter, les personnes à en faire. Parce que dans le monde de la mobilité, en fait, si vous voulez, il y a beaucoup d'acteurs, enfin, même vous peut-être au quotidien, si vous utilisez un vélo et qu'il y a des aides pour le vélo, vous allez continuer à utiliser le vélo, mais l'enjeu, c'est vraiment qu'il y ait de nouvelles personnes qui lâchent la voiture ou qui lâchent la voiture seule pour faire du covoiturage ou pour faire, du vélo. Et donc nous, ce qu'on fait, c'est vraiment, voilà, d'utiliser tout ce qui est à notre disposition, la loi, le monde politique pour et qu'il y ait un véritable changement de pratique, en fait, dans la société. J'ai essayé de faire un truc, voilà, un peu, large, en même temps rentrer un peu dans les détails pour vous donner des exemples et je pour, de parler aussi de mon parcours, moi, j'ai pas fait d'autres diplômes, donc je trouve ça hyper intéressant tout ce que vous avez fait après. Je veux aussi montrer que, bah, on peut faire des on peut se former autrement, on peut se former par l'associatif. Il y a pas d'obligation de faire un double diplôme si ça vous intéresse pas, en fait. C'est vraiment une manière d'aller voir un secteur qui vous intéresse, d'avoir des nouvelles compétences que vous pensez, qui peuvent vous manquer. Mais voilà, enfin, évidemment, il y a plein de voies possibles et c'est à vous de voir laquelle vous correspond le mieux. Et bon, je trouve qu'en fait, il y avait déjà eu des très, très bons conseils, donc je vais pas forcément, redire la même chose. Mais, par exemple, quelque chose d'important, je pense, c'est faites de l'associatif même après les études, en fait. Engagez-vous, même si c'est pas forcément en environnement ou quoi. Je pense que c'est vraiment précieux pour continuer à avoir de nouvelles compétences et ayez confiance en la formation que vous avez parce qu'en faisant Sciences Po, on a l'impression qu'on n'a pas de compétences techniques ou peut-être que voilà, on a des choses, en moins par rapport à d'autres, mais c'est pas vrai du tout. On a vraiment une manière de fonctionner et de penser qui est super précieuse
et qui est vraiment pour le coup, reconnu dans les métiers qu'on fait. Voilà en gros, après, vous pourrez poser des questions plus après, mais, j'espère que ça vous a éclairé. Merci beaucoup, Amélie. Merci aussi pour les éloges du parcours des 3P1. Donc, on va basculer sur la chaire. Donc, j'espère que les caméras vont également. La caméra a basculé. Donc, Clarisse. Donc, moi, je vais vous parler un peu de mon poste au ministère de la Transition écologique. Donc, j'étais, comme j'ai dit, récemment diplômée de Sciences Po Toulouse. Donc, j'ai fait le master TERS, actuellement TERS, mais des 3P1 à l'époque. Donc, j'ai fait le master 1, la première année, donc la 4A. Et en fait, j'ai fait une double diplomation externe ensuite avec AgroParisTech. Donc, je suis partie dans le master gouvernance de la transition, écologie et société, qui est un master donc, de sciences politiques, même si la AgroParisTech, c'est pas un master non plus d'ingénieur agronome. Mais donc, c'était un master en sciences politiques, mais qui cherchait une interdisciplinarité avec les sciences du vivant. Donc, ça a pu m'ouvrir et compléter ma formation de Sciences Po Toulouse en m'ouvrant à vraiment des matières plus scientifiques, entre guillemets, de sciences dures, comme voilà, l'écologie ou l'ingénierie écologique. C'est des matières que j'ai eues et qui m'ont apporté dans mon parcours. Et ensuite, j'ai fait un stage de fin d'études dans une association qui s'appelle Sciences Citoyennes, qui est une association qui a pour but de faire du plaidoyer pour que les citoyens s'approprient plus et mieux les enjeux de la recherche. Eux, vraiment leur vision des choses, c'est que la recherche, les orientations scientifiques, elles vont avoir un impact sur la société dans laquelle on va vivre demain. Et donc, les citoyens ont leur mot à dire dans les orientations scientifiques, les orientations de recherche qui sont aujourd'hui choisies. Donc, c'était un peu leur sujet. Et donc, moi, dans cette petite association, je faisais un peu un travail de recherche sur le lien entre expertise et décision publique, notamment l'expertise associative. Donc, comment l'expertise associative peut influencer la décision publique. Donc, pour creuser cette question, j'ai interrogé beaucoup de personnes donc, du monde politique, mais aussi du monde associatif, pour un peu réfléchir à cette question, et sur différentes thématiques, et notamment la thématique de la santé-environnement. Et donc, cette thématique faisait un peu écho avec le fait qu'on avait eu en quatrième année un séminaire avec Christelle Courny sur la santé-environnement. Et en fait, voilà, ça a fait du chemin dans ma tête, et je me suis dit que je voulais travailler dans ce domaine de la santé-environnement. Donc, j'ai cherché un premier emploi dans ce domaine-là. Et donc, j'ai postulé à plusieurs endroits, et en fait, j'ai postulé de manière spontanée au ministère de la Transition écologique, à la sous-direction santé-environnement. Voilà, j'ai envoyé un premier mail pour voir. Et en fait, on m'a dit qu'il y avait une offre qui était disponible. Et donc, je travaille aujourd'hui donc, au bureau santé-environnement du ministère sur donc, les sujets de surveillance environnementale autour des ICPE, donc des installations classées pour la protection de l'environnement, donc les industries en gros, si on veut un peu schématiser. Et la question du post-accident, donc la gestion des impacts sanitaires suite à un accident technologique. Et je travaille aussi sur les PFAS, donc les substances perfluorées, si certains connaissent. Voilà, je coordonne le plan d'action ministériel sur le sujet. Donc, j'ai un peu 3 volets. Sur les sujets surveillance environnementale et post-accident, mon rôle, c'est un peu de faire le lien avec les DREAL, donc qui sont les administrations déconcentrées du ministère de la Transition écologique. Donc, je travaille avec elles en sens où donc il y a une méthode, une réglementation nationale sur le sujet qui doit être appliquée par les DREAL, parce que c'est les DREAL qui vont faire les inspections dans les industries, justement. Et donc, mon rôle, c'est un peu de les sensibiliser à cette réglementation nationale, aux évolutions qu'elle peut avoir, et donc pour qu'elle soit appliquée au mieux, mais aussi être à l'écoute des réalités de terrain et des difficultés que peuvent rencontrer les inspecteurs sur le terrain pour faire respecter la réglementation, soit parce qu'il y a des problèmes avec les exploitants d'industrie, ou parce que cette réglementation est difficilement applicable. Donc voilà, j'essaie de faire un peu le lien avec les DREAL. Et sur le sujet du post-accident, c'est un peu la même chose, où en fait c'est un sujet qui est important mais qui est peu
abordé par... il y a beaucoup d'inspecteurs qui ne connaissent pas forcément d'accidents industriels pendant leur carrière d'accidents majeurs. Du coup, c'est un sujet qui n'est pas forcément très bien maîtrisé. Je ne suis pas très rassurante en disant ça. Mais voilà, il y a quand même toute une acculturation à faire auprès des inspecteurs de réal pour dire, bah voilà, si cette situation arrive, OK, vous allez vouloir gérer la crise, donc éteindre un feu ou gérer, voilà, est-ce qu'il faut confiner une population parce qu'il y a un risque aigu sur le moment. Mais c'est très important de regarder aussi l'exposition chronique qui peut suivre un accident. Parce que s'il y a par exemple des rejets de matières dangereuses dans l'environnement, comment ça va impacter les différents milieux et comment ça peut impacter la santé par conséquent ensuite. Donc, c'est un peu sur ces sujets-là donc de santé environnement sur lesquels je travaille. Et donc, sur le sujet des PFAS, je fais plutôt de la coordination ministérielle et interministérielle parce que donc il y a un plan qui est sorti qui concerne beaucoup d'acteurs différents au sein du ministère, mais aussi des opérateurs de l'État. Donc, voilà, le but, c'est un peu qu'on ait une action coordonnée sur le sujet, que ce soit donc interne au ministère ou avec les autres ministères. Donc, je travaille avec la santé, le ministère de la Santé, le ministère de l'Agriculture, ministère de l'Économie, sur le sujet pour qu'on puisse développer une politique nationale qui protège la santé et l'environnement sur le sujet. Voilà, j'essaie d'être un peu rapide. Si je peux avoir des conseils, je rejoins vraiment Marianne et Lou sur l'aspect des techniques, le fait que oui, si vous allez dans les sujets environnementaux, vous allez sûrement vous être confronté à des postes d'ingénieurs dans vos recherches d'emploi, ça peut arriver. Moi, ça m'est arrivé sur la santé environnement parce que c'était soit un peu des postes, on va dire santé environnement, un peu de sensibilisation dans des petites structures souvent associatives, soit ça allait tout de suite être des sujets beaucoup plus techniques sur les aspects sanitaires que je maîtrise pas forcément aussi. Mais en fait, le poste auquel j'ai postulé, ils cherchaient un profil ingénieur et en fait, ils m'ont quand même recruté et aujourd'hui, ils sont contents de mon travail. Enfin, faut pas avoir conscience qu'on est capable vraiment de s'adapter et que c'est une capacité d'adaptation qu'on a acquis à Sciences Po et aussi par d'autres choses, mais qu'il faut pas négliger, je pense, et je pense qu'il faut oser postuler, vraiment, faut oser postuler, que ce soit à des offres où vous pensez que vous avez peut-être, c'est écrit, on cherche quelqu'un qui a bac plus, qui a 3 ans d'expérience, 5 ans d'expérience, essayez quand même, postulez. Des fois, ça marche parce que faut se dire aussi que les offres d'emploi, ils cherchent un peu la personne parfaite, etc. Mais si on rentre pas exactement dans les cases de l'offre, en fait, ça veut pas dire qu'on fera mal le travail ensuite. Donc, et puis après, aussi, je pense qu'il faut pas hésiter à faire des candidatures spontanées. Parce qu'on peut se dire oui, ça marche pas, mais des fois on n'est pas au courant de tous les processus de recrutement qui sont en cours. On n'est pas forcément tombé sur l'offre de telle collectivité, de tel ministère dans notre recherche, mais en fait, ces offres-là, elles sont là, les besoins, ils sont là. Donc je pense, n'hésitez pas à candidater, même si c'est sans forcément faire la lettre de CV, la lettre de motivation et le CV en entier, mais au moins envoyer un mail, prenez contact pour dire vous présenter rapidement et dire voilà, je suis intéressé par le poste, que vous pensez que mon profil peut vous intéresser. Voilà, je pense qu'il faut tenter, ça vous ouvrira forcément des portes. Voilà, si je peux donner ce conseil-là. Merci beaucoup. Donc, dernière intervention sur la chaire. Moi, je vais commencer dans l'autre sens et je vais plutôt vous dire de butiner partout avant de commencer à faire des recherches. Moi, c'est ce que j'ai fait et je suis assez content de l'avoir fait. J'ai monté une association dans le commerce équitable de beurre de karité. J'ai travaillé pour des collectivités sur des PAT. J'ai travaillé dans le microcrédit au Togo. Et vous trouverez le lien a posteriori et vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Je rejoins assez difficilement le rapport entre la technique, les ingénieurs et les non-ingénieurs dans le milieu agricole. Moi, dans mon cas, sur l'agroécologie, je considère qu'il y a encore un clivage très très fort et il faut y rentrer plutôt par la petite porte. Donc c'est mon cas, j'ai travaillé d'abord comme animateur dans un réseau agricole plutôt conventionnel pour pouvoir après rebifurquer sur l'agroécologie. Donc j'ai travaillé dans le réseau des CUMA, c'est les coopératives d'utilisation du matériel agricole, des systèmes qui permettent à des agriculteurs de se mettre en commun pour acheter des tracteurs, des moissonneuses-batteuses, etc. Et aujourd'hui, du coup, je travaille pour une association qui travaille dans l'agroforesterie. On a 2 grands volets d'action, l'accompagnement à la plantation et à la gestion et entretien de haies champêtres et de l'agroforesterie intraparcellaire. Donc, on plante et on accompagne les agriculteurs, les particuliers et les collectivités pour planter des arbres.
locaux, champêtres et jeunes, j'insiste. Et après, on a un autre volet sur la sensibilisation, donc aller faire des chantiers participatifs avec 60 enfants de CP qui veulent planter des petits arbres. C'est un peu rigolo et c'est plus punchy. Mes missions concrètes aujourd'hui, c'est la direction, donc les tableurs Excel, etc. Mais il y a quand même un lien avec le terrain dans une asso qui est assez intéressant et qui me permet de reconnecter assez facilement. Peut-être plus que dans des organisations plus grosses. Aujourd'hui, on est 6 dans l'asso. Donc, on est transversaux, polyvalents, couteau suisse, vous l'appelez comme vous voulez, mais vous risquez d'avoir ces profils-là dans le monde associatif. Sur les conseils, je ne sais pas trop quoi vous donner, à part faites-vous plaisir, écoutez-vous et allez là où vous avez envie d'aller. En effet, n'hésitez pas à faire du bénévolat dans les associations, généralement c'est comme ça que ça passe. Et n'oubliez pas que la majorité des offres d'emploi pourvues, en réalité, ce n'est pas des offres d'emploi qui sont publiées, ça se fait derrière. Voilà. Merci énormément. Bah, écoutez, je peux considérer qu'on peut discuter. Il y a un micro baladeur qui va balader, qui va se balader. Donc n'hésitez pas à poser vos questions. Profitez de la présence sur la chaire ou derrière l'écran de vos camarades. Ah oui, d'accord. C'est notre réseau, c'est notre fédération nationale. Est-ce que... Ouais, c'est bon. Bonjour, merci d'être là. J'avais une question à poser sur est-ce que des fois vous n'avez pas de la frustration parce que votre pouvoir d'action est parfois limité ou en face il y a du greenwashing ou des choses comme ça? Parce que moi, c'est le truc qui me fait un peu peur, peut-être. Voilà, juste ma question. Merci. Je vous laisse peut-être prendre la parole comme vous le souhaitez. Je veux bien apporter quelques éléments parce que je me retrouve beaucoup dans cette question. Effectivement, on travaille sur des métiers où on nous demande un fort niveau d'engagement, y compris du point de vue des convictions personnelles. Aujourd'hui, les sujets de transition écologique, énergétique, sociale, ça devient vraiment des problématiques d'actualité. On en parle énormément et effectivement, voilà, il y a forcément du greenwashing. C'est certain du point de vue des entreprises privées, mais ça montre aussi la progression de ces sujets dans le débat public, ce que je trouve hyper positif. C'était moins le cas quand nous, on était en train de se former. Et ce que je voulais dire par là, ça me permet de raccrocher à un autre point qui a été évoqué, c'est que dans toutes les structures, potentiellement, où vous pourrez postuler, il y aura forcément ces questions-là qui vont émerger. Et il n'y a pas besoin forcément de partir très loin pour pouvoir agir sur les sujets de transition écologique. Et notamment, les collectivités territoriales, actuellement, elles créent beaucoup de postes sur les sujets de transition écologique. Enfin, moi, je vois ça dans le cadre de mon métier, mais je pense que tous les intervenantes et intervenants seront d'accord, ou en tout cas ceux qui sont en contact avec les collectivités territoriales. Donc, on peut agir à toutes les échelles et même a priori des postes qui n'ont pas une coloration engagée très forte, notamment en entreprise, vous pourrez voilà, arriver à mettre votre patte. L'important, c'est de pouvoir contribuer au travers de son activité professionnelle, quel que soit le contexte. D'autres réponses? Je crois qu'Amélie, vous vouliez prendre la parole, il me semble. Oui, je comprends un peu ces questions de est-ce qu'il va y avoir du greenwashing? Est-ce qu'on va réussir à s'en sortir parce que l'environnement, c'est le petit qui se bat contre le grand, etc. Mais en fait, il y a vraiment une reconnaissance de ces sujets qui commence à arriver. Bon, il faut être honnête avec soi-même. Enfin, l'économie, on est dans un monde capitaliste. L'économie, la rentabilité, c'est des choses qui existent et qui vont être présentes à un moment ou à un autre dans ce que vous allez faire professionnellement. Mais en fait, je pense que déjà, essayez de faire certaines actions. Allez pas forcément vers des métiers où vous vous dites: «Je vais avoir de l'impact, même si ça me plaît pas».
aller dans quelque chose où vous dites: «Ça a l'air intéressant et en plus je pense que je peux avoir, de l'impact en faisant ce métier-là» et une fois que vous serez dedans, en fait, vous allez voir est-ce que vous avez l'impression que votre action elle est utile, que, vous arrivez à avoir de l'action? Si c'est pas le cas, vous pouvez tout simplement changer. Je pense qu'il faut pas, trop, avoir peur de ça et essayer et ensuite vous verrez, sur place. Et sinon, par rapport au fait de se battre peut-être contre des plus grands, contre des plus forts, bah, c'est typiquement moi ce que je fais dans mon métier. C'est que, on est un petit cabinet de lobby qui se bat contre des gros cabinets de lobby et des grosses entreprises et effectivement, bah, c'est pas facile en fait, mais il y a un moment, il faut le faire et je pense que dans le secteur de l'environnement, on a une grande force du collectif, et je pense que parmi, les intervenants, il y en a beaucoup en fait qui vont faire des alliances dans le cadre de leur travail qui vont animer des réseaux d'acteurs et je pense qu'il y a la force vraiment déjà des convictions, de la société civile, de toutes les actions qui sont faites en faveur de l'environnement qui fait qu'on a du poids et je vais dire un truc très cliché, hein, mais l'union fait la force et c'est vrai que moi, dans mon métier, ce que je fais par exemple ce que je conseille à beaucoup de mes clients, c'est, faites des alliances. Vous faites des alliances avec des personnes qui partagent les mêmes intérêts et ensuite, vous êtes plus fort face à d'autres personnes qui ont un autre modèle. Je sais pas si ça répond bien à la question, mais en tout cas, voilà, je voulais lancer quelques petites pistes comme ça. Je veux bien compléter aussi en disant que sur cette question-là, moi je trouve que ce qui aide à tenir dans ce milieu-là où en effet ben, on combat un modèle qui est bien plus grand que nous, avec des acteurs qui ont des moyens bien plus importants que nous, c'est aussi de penser la chose déjà, comme le disait Amélie, en collectif, mais aussi d'accepter qu'on est sur un temps long et que c'est parfois difficile face à l'urgence climatique et aux besoins en fait qu'on voit de la nécessité d'agir au plus vite face aux crises qui s'imposent à nous. Et en effet, c'est frustrant quand on voit l'inaction des politiques et des décideurs économiques de ne pas changer le ou les modèles dans lesquels ils sont pour arriver à mettre en place une vraie transition écologique et solidaire. Mais c'est aussi accepter que bah, c'est pas évident de mettre tout le monde d'accord et que ça, dans tous les cas, voilà, il y aura toujours une diversité d'intérêt. Il y aura toujours des personnes qui croient que le modèle capitaliste est la meilleure solution pour le modèle économique. Et dans tous les cas, voilà, on va rester Il y aura toujours voilà, des modèles qui vont aussi, je pense, s'affronter. Donc, accepter aussi qu'il y a un temps long et que c'est pas pour ça que les choses ne bougent pas. Par exemple, nous, on travaille dans l'agroécologie. Notre association, ça fait 40 ans qu'elle parle d'agroécologie. Mais quand je parle aux membres de notre comité d'animation ou à des producteurs qui sont dans notre réseau en bio depuis dans les années 70, où ben, en fait, dans les années 70, ils étaient que quelques-uns à essayer de se battre, en essayant de dire non, non, nous, on refuse le modèle agro-industriel, on veut faire autrement. Et à leur époque, c'était presque encore plus compliqué parce que en fait, personne ne parlait encore d'agriculture biologique ou d'agroécologie. Et en fait, on voit que 30-40 ans plus tard, et ben, l'agroécologie, alors même si c'est pas totalement la définition que nous on va porter, qu'il y a plein de travail encore qu'il y a beaucoup de travail à faire avec l'ensemble des acteurs pour s'accorder sur une vraie transition agroécologique, et ben, c'est quelque chose dont on parle au niveau du ministère de l'Agriculture, dont nos instituts de recherche, dont l'INRA, essaient de promouvoir le fait qu'eux-mêmes travaillent sur l'agroécologie. Enfin, les choses avancent, mais les choses avancent en effet sur le temps long. Donc, il faut aussi, voilà, je pense des fois, bah, essayer d'arriver à prendre du recul pour accepter qu'évidemment, bah, ça prend du temps. Du coup, on va prendre une autre question. Oui, juste rapidement sur ça. Enfin, c'est vrai que quand on bosse dans le ministère de la Transition écologique sous le gouvernement actuel, on peut un peu se poser des questions. Et des fois, je repense au cours sur le ministère de l'impossible. Je me dis, est-ce qu'il y a vraiment des choses possibles? Bon,
voilà, ça peut se faire se poser des questions. Après, je pense qu'il faut bien distinguer dans un ministère ce qui est du cabinet du ministère, où le ministère, ses ministres délégués, ses conseillers, qui eux doivent tenir une politique, doivent faire des choix, une orientation politique qui dépend de celle du gouvernement. Et il y a l'administration. Et pour moi, c'est un peu différent. Moi, je suis dans l'administration et nous, le rôle de l'administration, c'est d'éclairer la décision. Donc, la décision sera prise au final par, oui, c'est ce ministre ou ses conseillers. Mais nous, notre but, c'est d'éclairer au mieux la décision. Et moi, j'essaye de me tenir à ça, de me dire, je vais essayer de donner tous les éléments, tous les arguments possibles pour essayer de faire avancer les choses et en mettre en avant tous les éléments à prendre en compte pour prendre la bonne décision. Après, oui, ça peut être frustrant, comme tu dis, si au bout, finalement, la décision qui est prise, elle est contre un peu l'avis ou la proposition que tu avais fait de base. Ça peut être frustrant, mais je me dis qu'au moins, tu as essayé d'avancer de ton côté et des fois, en plus, ça passe. Enfin, sur un malentendu, on te dit OK. C'est pas trop pourquoi, mais voilà. Donc ça arrive. Et après, voilà, après, c'est un rôle, tout le monde joue et tout le monde s'interconnecte. Moi, je vois le poids d'opinion publique, le poids des médias sur les décisions que vont prendre le gouvernement. C'est pas à négliger. Donc, voilà, ça peut être frustrant des fois, et je pense comme dans tout métier, mais on peut faire des petits pas. Et voilà, après, se dire, je vais trouver le métier qui va me faire changer le monde. Je pense que ça peut être difficile et ça peut être assez anxiogène de se mettre une pression comme ça, je pense. Mais après, voilà. J'aurais bien aimé rebondir, c'est Lou en ligne qui parle, abonder sur tout ce qui a été dit. Je crois qu'autour de la table, et dans la salle, j'ai l'impression qu'on partage ce présupposé qui est qu'il y a un modèle à changer. Là-dessus, il n'y a pas trop de débat. Maintenant, c'est comment est-ce qu'on le fait de l'intérieur, c'est-à-dire qu'on met son énergie dans un poste pour transformer l'État, une entreprise, et donc du coup, on est employé d'une organisation que l'on sait qui doit se transformer, ou alors on le fait de l'extérieur, c'est-à-dire on est une partie prenante qui vient challenger ces organisations-là. Ça, pour moi, en fait, c'est une question intime, très, très personnelle, et ça pose la question de où est-ce que nous, on pense avoir de l'impact et où est-ce qu'on se sentira aligné aussi. Et donc ça, c'est le premier point. Je pense qu'en fait, cette question-là, tout doit exister. On doit avoir des gens qui poussent et qui transforment les modèles de l'intérieur, et d'autres qui les poussent de l'extérieur. Donc ça, c'est la question de l'impact. Je pense que la deuxième chose, c'est aussi notre résistance au temps. C'est-à-dire que c'est la question de la frustration, de se dire dans quelle mesure je veux voir les effets rapidement ou plus ou moins rapidement des mesures que l'on veut voir émerger dans le monde. Et donc ça, c'est notre résistance au temps. Parce qu'on sait qu'on peut être sur des projets longs, comme le rappelait Audrey. Et la troisième chose, pour moi, c'est qu'en fait, les deux peuvent coexister. C'est-à-dire que vous pouvez à la fois être dans un métier qui joue, entre guillemets, avec les règles du capitalisme pour essayer de le transformer, et en même temps, être dans des engagements associatifs ou dans d'autres institutions qui font que vous allez batailler sur d'autres sujets. Et donc, c'est pas du tout schizophrène, c'est complètement complémentaire. Les deux vérités peuvent coexister en vous aussi, de jouer avec ces deux leviers, à mon sens. Voilà, je voulais juste compléter. Alors bonjour à toutes et à tous, merci d'être venus ici aujourd'hui. Moi, je serais curieux d'entendre ce que vous avez à dire aux étudiants et étudiantes qui n'ont pas encore commencé leur carrière professionnelle et qui sont un petit peu doomers, entre guillemets, qui voient les choses aller très très vite sur le plan purement géologique, environnemental, qui voient les emballements en fait, et qui se demandent si tout ça a bien un intérêt que de se lancer dans une carrière professionnelle plus ou moins longue, passer des échelons, etc. Alors qu'il y a manifestement une forme de gros décalage entre les petits pas dont vous avez chacune fait mention et les emballements très rapides auxquels on fait face. On est témoin, ne serait-ce que là, il y a quelques semaines, il me semble qu'il y a eu des données de Copernicus qui mettent en évidence que cette année, on va être à 1,5 en termes de réchauffement. Donc, j'ai l'impression qu'il y a un décalage. Et est-ce que tout ça a du sens? Est-ce que ça a un intérêt? Est-ce que vous pourriez nous rassurer? Parce que je vous avoue que des fois, on se demande vraiment
si tout ça a un sens, quoi. C'est la question qui me surlupine un peu, quoi. Voilà, merci. Donc, à nos intervenants et intervenantes de nous réenchanter. Qui veut se lancer? Moi, j'ai quelques éléments et après, je vais devoir vous quitter. Juste pour répondre très rapidement sur cette interrogation, je crois qu'on est un peu tous dans cette position, toute stratégie des petits pas qu'on essaie de mettre en place dans nos métiers respectifs. Des fois, on se sent un peu submergé par le nombre très, très important et très vaste de sujets à traiter et aussi par les compétences qui nous manquent. Et puis aussi par effectivement ces constats un peu alarmants. Et je crois qu'on est en plein dans l'éco-anxiété là dans ce que tu transmets. Et justement, pour répondre à cette éco-anxiété, moi, je t'invite à lire un biologiste qui s'appelle Monsieur Amand, qui a écrit un livre très, très intéressant sur comment les mondes biologiques se résistent quand il y a des changements très importants ou des fluctuations de leur environnement. C'est extrêmement intéressant et plutôt que de parler de transition écologique, on parlera de redirection et de robustesse. Et ça, voilà, moi personnellement, ça m'a beaucoup aidé, même dans le cadre de mes missions, à repenser certaines façons dont on travaillait pour essayer voilà, d'avoir un regard un peu décalé à proposer notamment aux élus, puisque évidemment, bah, les élus, voilà, ils sont dans une logique un peu de mandat et de renouvellement du mandat. Euh, donc voilà, je t'invite à lire ça. Peut-être que tu le connais déjà, mais en tout cas, les questions de robustesse, de résilience qui aujourd'hui commencent un petit peu à émerger. Et je pense que vous, quand vous allez rentrer sur le marché du travail, on parlera aussi de renoncement. Actuellement, il y a cette mobilisation sur le projet de l'autoroute qui passe pas très loin de Toulouse. Et voilà, on est en plein dans ces thématiques-là. Mais courage, ça va bien se passer. Réponse? Ouais, je vais compléter. Moi, ça va paraître peut-être un petit peu étrange dit comme ça, mais c'est de m'autoriser et de m'obliger à ne plus parler d'écologie, de déconnecter aussi, de débrancher de cette lutte, de ce combat. Ça, je ne l'ai pas dit tout à l'heure parce qu'aujourd'hui, ce que je fais, donc je suis à mon compte, donc j'ai une valse à trois temps, un tiers d'activité professionnelle, un tiers d'activité bénévolale. Donc, d'une certaine manière, mes clients, quand ils me rémunèrent, ils me permettent de dédier du temps pour du commun, donc ils me payent à m'investir dans le champ associatif. Et un tiers où là, je m'oblige mais vraiment, je m'oblige à ne plus parler d'écologie. C'est-à-dire que même quand j'ai des proches qui peuvent venir me titiller sur des sujets, je dis non, en fait, là, j'arrête, je débranche, je vais au cinéma, je bouquine. Donc, c'est l'évasion aussi dans la littérature, dans la BD. Je vais randonner, je vais cuisiner, je vais me balader. Enfin, des choses qui peuvent paraître très basiques, en fait, mais vraiment de débrancher pour mieux se reconnecter, se ressourcer et aussi réaliser que, bah, oui, ok, il y a plein de choses qui vont pas, il y a des emballements qui sont très terrifiants, mais je me reconnecte à un réel très concret, en fait. Euh, voilà, partage personnel. Merci beaucoup. Audrey? Pour rebondir, bah, enfin, je trouve que pareil, la question, c'est pas facile d'y répondre parce que là aussi, en fait, c'est des choix très intimes de du coup, bah, comment on se positionne chacun et quelle énergie on veut mettre pour s'engager sur ces thématiques, que ce soit personnellement, professionnellement, etc. Mais je trouve que en fait, tout l'enjeu aujourd'hui est de s'engager, que ce soit d'une manière ou d'une autre, pour essayer de faire émerger les, euh, les solutions ou soutenir les solutions qui existent déjà et qui méritent d'être promues et ne pas se décourager face aux freins qui peuvent exister. En fait, il faut savoir que chaque organisation et chaque mode d'action va avoir ses potentiels d'action, ses opportunités, ses capacités, mais aussi ses limites. Que ce soit un ministère, que ce soit une association, que ce soit un cabinet de conseil, chacun va prendre un peu le bout de la transition par un angle qui va permettre de faire avancer certains points et pas forcément d'autres ou pas assez d'autres. Le tout, c'est d'essayer d'avoir, moi je pense, une action la plus cohérente possible. Nous, on travaille beaucoup chez Sol sur la question de l'approche systémique, notamment appliquée
à la question agricole. C'est pas évident, ça complexifie beaucoup ces manières de travailler. Et on voit qu'en fait, auprès d'un grand nombre d'acteurs, et ben, en fait, on se heurte très vite parce que le fait de travailler en en transdisciplinarité, le fait d'avoir une approche systémique, c'est pas du tout l'approche sur laquelle notre modèle économique et politique actuel est basé. Mais petit à petit, l'ensemble des acteurs quand même prend conscience, alors que ce soit par souhait et par éveil un petit peu environnemental ou que ce soit par contrainte, parce qu'on heureusement aussi on a une législation qui évolue certaines fois dans le bon sens et qui contraint que ce soit les multinationales ou d'autres structures à agir et à limiter leur impact négatif sur l'environnement. Donc ça aide quand même à faire évoluer les choses. Et je me suis un peu perdue, je m'excuse dans mon propos. Euh, mais voilà, je pense il faut se dire que de s'engager d'arriver à travailler avec un ensemble d'acteurs, c'est ça qui va permettre en fait aussi de faire bouger les lignes petit à petit. Il faut savoir que notre génération et la vôtre, arrive sur le milieu du travail en étant parfaitement conscient des crises environnementales, des crises économiques, des multiples crises auxquelles on fait face actuellement, alors que ben, nos prédécesseurs, la génération de nos parents, bah, ils n'ont pas du tout été formés en fait dans cette perspective-là. Donc c'est aussi ça aujourd'hui qui est en train de se transformer dans le milieu du travail. C'est aussi comment au sein de ces organisations et dans la manière, dans notre rapport au travail et à nos activités professionnelles, on fait évoluer les organisations, on en crée des nouvelles et des nouveaux moyens d'action pour répondre aux défis qui sont les nôtres. Mais voilà, il faut c'est, c'est, c'est justement aussi à notre génération de s'y attaquer. Voilà. Merci. Bonjour, merci d'être là du coup. Moi, c'est une question beaucoup moins idéologique, mais plus pratico-pratique. Enfin, moi, je suis en 4e année et l'année dernière, du coup, on avait une recherche de stage à faire. Et enfin, moi, j'aimerais bien intégrer le milieu des ONG, du plaidoyer particulièrement en ONG. Et j'ai été confrontée face à toutes mes demandes de stage à quasiment toujours la même réponse, comme quoi j'avais pas assez d'expérience. Et c'est vrai que c'est dur de trouver une première expérience quand il faut de l'expérience pour la trouver. Et du coup, je voulais savoir, enfin, est-ce que vous avez des conseils pratiques pour comment être pris en stage dans un premier temps dans le milieu des ONG? On m'a dit que c'était un milieu un peu compliqué parfois à intégrer, mais qu'une fois qu'on y était, on pouvait vraiment évoluer, changer de poste, d'organisme, etc. assez facilement. Et ça m'attire vraiment comme milieu, mais je me demande vraiment comment y mettre un premier pied. Voilà, je vous remercie. Je peux répondre. Moi, je peux essayer de donner quelques éléments sinon. Oui, allez-y, Audrey. Sur cette question, il faut savoir que déjà, le milieu du plaidoyer dans les ONG françaises, c'est aujourd'hui un petit milieu, parce qu'en fait, il y a peu d'ONG, malheureusement, qui ont aujourd'hui la taille et les capacités suffisantes pour avoir des activités de plaidoyer avec des salariés en leur sein, dont c'est le métier. Et du coup, c'est ça qui fait aussi que, par exemple, vous allez voir que dans votre recherche de stage, vous allez peut-être trouver moins de stages en plaidoyer qu'en gestion de projet ou dans d'autres thématiques. Parce que c'est vrai qu'il y a aussi moins de postes et c'est la réalité. Par contre, bah, heureusement, il y en a quand même. Moi, ce que je conseillerais sur cette question-là, c'est peut-être enfin, il y a différentes manières, je pense, d'entrer dans le plaidoyer en ONG. Il y a à la fois pouvoir travailler sur d'autres, si vraiment c'est travailler dans une ONG qui nous intéresse, peut-être essayer d'entrer par la gestion de projet ou par d'autres
d'autres activités au sein de l'organisation qui peuvent permettre ensuite d'évoluer vers le plaidoyer, parce qu'on est bon plaidoyeur aussi quand on a touché au terrain avant ou à d'autres activités, ou au contraire peut-être d'aller voir dans d'autres organisations, que ce soit auprès de la fonction publique ou même dans certaines entreprises ou associations, pas forcément voilà, ONG, essayer d'arriver à toucher au fond, enfin, au métier de lobbyiste, de plaidoyeur, pour acquérir cette capacité-là, même si c'est pas de suite dans l'ONG ou l'association qu'on souhaite pour plus tard, mais petit à petit, ça peut permettre aussi d'y arriver. Je veux bien rebondir là-dessus aussi. Même si je suis pas dans le milieu associatif, ben, j'étais en recherche de stage il y a pas si longtemps finalement et pareil, bah, en fait, dans un cabinet de conseil, on m'a dit: «Bah, vous êtes super, vous avez compris tous les enjeux, mais on a préféré prendre quelqu'un qui avait déjà une expérience dans le domaine». Dommage. En fait, ça arrive. Malheureusement, c'est le jeu, en fait. Quand on fait des candidatures, on va être, face à plein de gens, dont certains qui sont super et des fois, il y a des gens qui vont juste plus correspondre à des besoins du moment, de l'entreprise ou de l'association. Je sais que c'est dur, mais en fait, il faut vraiment pas se décourager et en fait, bah, moi, pour mon expérience du plaidoyer, tout simplement, pour réussir à intégrer un peu ce monde au travers du lobbying, j'ai fait de l'associatif et ça m'a donné énormément de clés. Donc c'est un conseil que je peux donner, vraiment à même tout le monde et plusieurs, secteurs confondus. Faites de l'associatif dans, ce qui vous intéresse. Ça peut vous donner des compétences, des connaissances, voir si ça vous plaît et pour le coup, moi en gros j'ai, rejoint une asso qui s'appelle Déclic Collectif. Il y en a plein d'autres, hein, des assos jeunes ou moins jeunes qui font du plaidoyer. Mais en fait, j'ai été formée tout simplement. Déjà, j'ai été formée, donc c'était un vrai argument, face à des employeurs. J'ai dit: «Je sais déjà rédiger des amendements, je sais faire des courriers au ministre, je sais faire publier des manifestes et cetera» et je pense que c'est précieux aussi, bon, j'ai envie de dire, vous pouvez être aussi, pressé par le temps, mais voilà, l'associatif et tout ce que vous aurez fait d'associatif et «d'extra» entre guillemets, avant, ça peut vous servir et vous pouvez vraiment le mettre en avant dans une candidature. Merci beaucoup, Amélie. On a peut-être le temps pour une dernière question, parce que je vois que il est presque la demi. Oui, non, non. Peut-être Christelle, quelques mots également pour... Oui, juste en vous écoutant, je me disais qu'on pouvait peut-être aussi lancer un petit travail pour recenser ces sites internet, ces espèces de plateformes d'emploi qui ont été créées depuis peu et j'ai commencé à en identifier quelques-unes là de ces plateformes. Donc n'hésitez pas, vous toutes, vous tous, à me faire suivre vos réseaux. Il y a Shift Your Job aussi qui a été créé il y a peu. C'est vrai qu'emploi environnement, c'est à la fois l'emploi mais aussi des stages. Moi, je sais y avoir déposé des annonces. Il y a Place Publique, il y a le réseautis, c'est aussi une bonne idée. Et puis on a pour les quatrièmes années, vous savez, ouvert donc un réseau des anciens, LinkedIn, où les anciens postent des offres de stage. Alors c'est vrai que c'est pas toujours des offres d'ONG, mais voilà donc. Alors les anciens, je vous encourage à nous alimenter et à avoir le réflexe IEP, alumni ou autre. Et puis les futurs, à aller consulter aussi ces annonces. Julien et moi-même, on est aussi dans des réseaux, on reçoit des annonces parfois de stages. Alors c'est vrai, peut-être tourner un peu sur de la recherche, sur des programmes ANR, parfois sur des structures publiques et même des ONG. Donc on en diffuse au maximum. Mais voilà, peut-être que ça fera partie d'un travail qu'on pourra faire aussi avec le comité de la transition écologique. On s'était dit que on ferait bien Vademecum, des plateformes de recherche d'emploi des métiers de la transition. Mais alors, on avait commencé avec une ou deux étudiantes, mais je pense qu'on pourrait finalement concrétiser ça sous forme de petits documents à diffuser auprès de la promo ou plus largement auprès des étudiants de l'IEP.
Alors, LinkedIn aussi est un endroit pour trouver du travail. Vous pouvez rentrer par mots-clés. Et plus vous élargissez votre réseau professionnel sur ce réseau social, plus vous avez accès à des annonces. Vous pouvez rentrer voilà, par mots-clés transition écologique, vous mettez des alertes. Enfin, il y a plein de façons de chercher des stages et des emplois. Je pense qu'on n'a pas à s'inquiéter de l'avenir professionnel de nos étudiants en règle générale, vu leur qualité et la qualité de leur formation, bien entendu. Donc peut-être, voilà, quelques mots peut-être pour aller vers peut-être pas une forme de conclusion, parce qu'on ne conclut jamais ces choses-là, mais peut-être retisser tous les fils qu'on a pu, enfin que j'ai pu voir émerger, moi. Moi, vraiment, moi, je retire de ces échanges, engagez-vous, rengagez-vous. Je pense qu'on peut tous partir là-dessus, notamment engagez-vous professionnellement, associativement, politiquement. Ce que j'ai aussi vu de manière assez forte, c'est que c'est pas que des métiers, visiblement. C'est pas non plus des vocations, c'est entre les deux. C'est à la fois des façons de gagner de l'argent. Hein. Marianne nous l'avait ramené. Non, je crois que c'est Lou qui nous l'avait dit. Oui. Mais c'est aussi plus que des façons de remplir le frigo. Hein. C'est aussi des façons de donner du sens et puis aussi des façons de réparer ce qu'on a autour de nous. Donc c'est déjà pas mal. Enfin, moi, je sais que Christelle, je parle sous autocontrôle, mais je suis plutôt très content de travailler, de co-diriger ce master et pas un autre, en fait, parce qu'il va dans le bon sens. Voilà, donc voilà, d'où l'appel à l'engagement associatif, c'est-à-dire que ce n'est pas que des métiers, il ne faut pas que ce soit une dimension étanche de votre vie, c'est-à-dire que la vie professionnelle, la casquette professionnelle, il faut sortir de ces logiques de silos. Au contraire, c'est une partie oui, professionnelle, hein, c'est ce qui vous définit socialement, c'est ce qui vous permet d'avoir un revenu, mais c'est aussi plus que ça, j'ai l'impression. Enfin, du moins, entendre toutes les intervenants et les intervenantes, c'est plus qu'un métier. Voilà. Donc ça, je trouve ça plutôt positif, même si c'est derrière un contexte plutôt négatif, quoi. Voilà. Peut-être un dernier tour de table de nos intervenantes et intervenants, si vous voulez prendre la parole. Moi, je voulais juste dire c'est plus qu'un métier. Alors, ça peut, mais attention quand même à votre vie personnelle. Et comme ça nous engage justement sur ces métiers un peu intimement, personnellement, faites attention à ne pas vous laisser happer par la chose et être complètement submergé et que ça renforce votre éco-anxiété justement. Et voilà, vous faites votre part, vous avez une énergie et un temps limité. Donc voilà, aussi il faut aussi prendre du temps pour soi parce que sinon on n'est même plus efficace dans le métier qu'on exerce. Donc faut faire quand même la distinction entre le perso et le pro, je pense. Voilà. Je pensais qu'on formait des croisés, des gens radicaux. Non, je rigole. Moi, je vous encourage quand même à garder un peu espoir et à pas être dans l'éco-anxiété et se dire que si on fait ces métiers-là, c'est aussi qu'on ne pourrait pas en faire d'autres. Enfin, moi, je me verrais pas rouler en 4x4 à Dubaï pour bosser pour Total, quoi. Vraiment. Audrey, Lou, Amélie. Oui, écoutez, on passe en ligne, allez. Non, je vais revenir sur plusieurs trucs qu'on a dit aujourd'hui, hein, mais perdez pas espoir. Effectivement, la situation, elle est ce qu'elle est. Vous avez les moyens, le temps que vous avez, mais tout ne repose pas sur vous. On est un collectif, on est plein de gens et on va tous se donner de la force et même avec des petits pas, des grands pas, on va améliorer les choses. Mais ne tombez pas dans le piège de vous dire que c'est à vous de résoudre tous les problèmes parce que vous allez tomber dans l'éco-anxiété, ça va vous faire mal. Et comme l'a dit Lou tout à l'heure, n'hésitez pas à revenir à des activités qui sont concrètes et où vous sortez un peu de l'écologie. Ça fait du bien de respirer pour repartir dans le combat. Faites de la randonnée, faites du sport, faites de l'art, faites un truc qui vous fait du bien et vraiment autorisez-vous ces pauses, c'est précieux. C'est ce qu'a dit Clarisse, vraiment, il faut faire la part des choses et savoir aussi laisser un petit peu l'engagement derrière nous de temps en temps pour se ressourcer. Et
bon courage pour vos recherches. Audrey, Pour, Audrey. oui, pour rebondir, je rejoins les prises de parole précédentes. Je crois aussi, en effet, que même si c'est des métiers qui peuvent paraître plus que des métiers parce que c'est des sujets passionnants et très politiques avec un grand P dans le sens où ils répondent aux enjeux actuels, ça reste voilà, des activités professionnelles et je crois aussi que c'est très important de s'accorder des respirations et d'arriver toujours à se garder du temps pour soi et de se sortir aussi souvent la tête et les idées de ces questions-là. Sinon, c'est difficile, je pense, de tenir aussi sur le temps long dans ce milieu sinon. Et puis, voilà, bon courage pour vos recherches également. Et dites-vous aussi que je pense, enfin, la solution va venir aussi il n'y a pas, de toute façon, il n'y a pas une solution, mais la créativité je pense que c'est par la créativité et la positivité de tous et toutes qu'on va réussir à faire évoluer aussi les thématiques qui nous animent. Donc voilà, garder espoir. Oui, je partage tout ce qui a été dit. J'avais envie de conclure en vous remerciant déjà parce que si vous êtes là dans cet amphi aujourd'hui, c'est que c'est des sujets qui vous sont chers et que votre engagement, il est déjà là. Donc moi, ça m'émeut et justement, ça m'énergise dans mon engagement aussi à moi. Donc merci pour ça. J'ai aussi envie de vous dire que c'est peut-être pas votre métier en fait. Enfin, c'est OK si vous en faites pas votre métier. Ça sera peut-être sur d'autres leviers que vous agirez pour cette grande cause avec laquelle voilà, on dépatouille comme on peut, mais c'est tout à fait OK que ça soit un autre métier. Et donc, du coup, ça m'invite à vous poser cette question un peu philosophique de finalement, si vous avez envie d'avoir un métier qui a du sens, c'est quelle contribution au monde vous avez aussi envie d'avoir dans votre métier et aussi en dehors de votre métier. Et les deux, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, voilà, vous pouvez tout à fait œuvrer pour la transformation et la transition écologique dans un cadre associatif et dans votre métier, avoir des sujets tout à fait autres, mais qui pour autant font sens pour vous et vous vous trouvez utile avec de l'impact et vous répondez à cette grande question de votre contribution au monde. Merci Et beaucoup. Donc, je tiens au nom de Sciences Po, j'imagine des étudiants de Sciences Po également qui sont dans l'amphi, à vous remercier toutes et tous. Donc, Audrey, Lou, Amélie, Vincent, Clarisse, Marianne qui n'est plus là. C'est vraiment super gentil de vous être connectés, de vous être déplacés. Je crois que c'est vraiment appréciable pour les étudiants. Non seulement vous incarnez un diplôme finalement, on voit qu'on existe après Sciences Po, on existe bien. Et puis vraiment, merci de votre temps. Surtout, merci de tout ce que vous avez dit. C'était super. Christelle? Non, j'ai rien à ajouter. Je te rejoins et je vous remercie énormément pour ces témoignages. Et puis, alors j'espère qu'on pourra faire quelque chose de cette vidéo, peut-être si vous nous autorisez. Alors, je ne sais pas si on pourra la mettre en ligne, mais en tout cas la diffuser, peut-être pour d'autres promos, parce que il y a beaucoup de points qui ont été évoqués qui seront tout à fait d'actualité dans les prochaines années. Et merci encore pour vos interventions respectives. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup à vous pour l'invitation et ces échanges. Merci. Merci, au revoir. Au revoir, bonne journée à toutes Bonne et fin de tous. journée. Au revoir.